Merci, M. Marcoux, d'être là, d'être avec nous ce soir. D'ailleurs, les chiffres que vous avez amenés tantôt étaient très révélateurs. Hein? Ça annonce bien pour la suite des choses, si on peut, si on peut l'exprimer ainsi. En page 3, vous précisez qu'on devra porter une attention particulière à l'école en Afrique dans les années à venir, les soutenir davantage. C'est sûr qu'il y a un objectif derrière ça, vous en avez un. Bien, je veux dire, il y a une idée derrière tout ça. Et de quelle façon vous voyez maintenant la contribution du Québec? Bien, en fait, je pense que la contribution du Québec, elle se fait à travers les organismes internationaux, notamment l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a maintenant pignon sur rue à Québec, hein, qui est vraiment... je vais faire un peu la publicité du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Je pense qu'ils ont fait un bon coup en amenant la représentation de la francophonie ici à Québec. Il y a plusieurs programmes qui existent à l'OIF pour appuyer justement la formation, une formation de qualité. Il y a différents programmes d'appui aux enseignants, offrir du matériel pédagogique également, ainsi de suite. Il y a toutes sortes de façons d'intervenir. C'est sûr que le Québec a peut-être un peu moins de moyens en matière de, je dirais, d'aide internationale que le Canada peut en avoir, là. C'est comme évident. Mais en même temps, je pense qu'on a un rôle à jouer à travers les ONG. Il y a énormément d'ONG québécoises qui sont très actives dans le domaine de l'éducation. Et je pense qu'il faut justement, dans des contextes de solidarité, là, appuyer ces ONG-là qui vont mettre de l'avant un certain nombre d'interventions pour appuyer la qualité de l'éducation dans les pays africains. Si je comprends, ce n'est pas juste un soutien financier. Ah non, non, pas du tout. Je pense que... Puis je pense qu'ici aussi, on a une expertise assez intéressante. Vous savez, les cégeps, c'est quelque chose d'assez unique au monde, ce qu'on a ici. Si vous discutez avec les gens du ministère de l'Éducation, ils vont vous le dire, en fait, c'est vraiment assez particulier. Et je pense qu'on pourrait très bien présenter également ce modèle-là qui permet à des jeunes d'être formés au niveau régional, à des niveaux d'éducation, peut-être pas des niveaux d'éducation très, très élevés, mais pour les besoins du pays, ça répond tout à fait à des demandes très importantes. Je pense qu'on a ici une expérience, une expertise. Moi, je suis beaucoup en contact avec des gens de la diaspora africaine ici au Québec et qui me disent que vraiment le modèle d'éducation qu'on a mis en place au Québec depuis les années 60-70 est assez intéressant. Donc, je veux dire, c'est pas... c'est des échanges de bons procédés, c'est sûr que derrière tout ça, par ailleurs, il y a des besoins financiers, là, on ne se le cachera pas, là, mais je ne crois pas que le Québec est peut-être prêt à se lancer compte tenu des besoins immenses là, que l'Afrique va avoir là, dans les années à venir. Donc, ce serait, je vais terminer avec ça, ce serait vraiment d'importer finalement le modèle éducationnel qu'on a au Québec? Oui, j'aime pas tellement le terme importer. Je pense qu'en fait, peut-être montrer ce que ça donne, puis que ça puisse à ce moment-là être adapté aux réalités des pays africains qui ont des enjeux et des objectifs très différents. Des pays pour lesquels, je ne sais pas moi, les filières du bois sont importantes, d'autres, ça va être voyons, d'autres secteurs industriels là, qui peuvent peut-être être intéressants pour eux. Donc, je pense qu'il faut vraiment les adapter. L'idée, c'est pas d'exporter ce qu'on fait de bien ici, mais peut-être de le présenter pour voir un peu comment ça peut intéresser les pays là-bas. OK. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais laisser à ma collègue. Alors, député d'Iberville, il reste 8 minutes. Parfait, merci beaucoup. En fait, dans le but d'avoir plus de liens avec les jeunes du continent africain, vous mettez de l'avant qu'il y aurait une possibilité de tisser des liens par des programmes similaires au programme Expérience internationale Canada. Est-ce que vous pensez que l'Office de la jeunesse des internationaux du Québec pourrait jouer un rôle dans... Tout à fait. En fait, c'est un peu ça l'idée. Je trouve qu'on... En fait, on a fait un contrat à un moment donné pour Citoyenneté et Immigration Canada, puis on a épluché tous les programmes qui existaient, et j'étais étonné de voir qu'il y avait à peu près une quarantaine de pays pour lesquels il y a eu des accords qui ont été signés. En Amérique latine, en Asie, en Europe, évidemment, il n'y avait aucun pays africain pour lequel il y avait une entente de signer. C'est incroyable. Ça veut donc dire que les pays francophones, c'est essentiellement la France, la Belgique et la Suisse, je pense peut-être le Luxembourg également. Donc, les francophones
du reste de la francophonie, qui sont beaucoup plus nombreux. En fait, j'aime beaucoup répéter, parce que avec ce qui s'est passé, les coups d'État en Afrique, les gens me disent, oui, ben c'est fini, la francophonie en Afrique. Il y a actuellement 3 fois plus de francophones sur le continent africain qu'en France. Donc, je veux dire, c'est pas, on ne change pas des systèmes d'éducation comme ça, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. J'ai comme l'impression que le fédéral n'a pas bougé tellement là-dedans, puis peut-être que le Québec pourrait faire figure d'initiateurs intéressants là, pour des programmes de ce type-là, qui ne coûtent pas non plus excessivement cher. Puis on a déjà des acteurs comme Logique, vous mentionnez Logique, les organismes jeunesse qui ont une expertise extraordinaire dans ce domaine-là et qui pourraient très bien jouer un rôle important. Puis justement, c'était ça ma question. Quel rôle pourrait jouer Logique? Je pensais tout à l'heure, Madame la ministre parlait qu'il y a des initiatives qui sont faites sur le continent africain. J'imagine que c'est à travers les bureaux, les délégations du Québec sur le continent africain. Moi, ça faisait plusieurs années avec d'autres collègues, Clément Duhem et autres. On militait pour qu'il y ait une ouverture de délégation du Québec sur le continent africain. Ça s'est fait. Ça fait seulement que 5 ans, hein, depuis 2017, je crois. Mais je pense que ça offre des possibilités assez intéressantes. Moi, j'ai plusieurs de mes étudiants qui ont profité des programmes de Logique pour pouvoir aller sur le continent africain pour faire du travail de terrain, ainsi de suite. Il y a des échanges qui existent. Puis on a une structure qui est petite, qui est minuscule par rapport aux besoins, mais c'est déjà là qu'on peut travailler avec, il y a un bureau du Québec à Rabat, une délégation générale du Québec à Dakar, un bureau du Québec extrêmement dynamique à Abidjan. Là, donc, moi, je pense qu'on a des leviers intéressants pour initier des choses. Ça répond à votre question? Oui, parfait. merci beaucoup. OK. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Parfait. Alors, j'avais une question moi, concernant le rapport aux Français, des Franco-Africains. Dans quelle mesure est-ce que c'est leur première langue ou leur seconde langue? Est-ce que quand on dit francophone, c'est francophone à l'occasion ou francophone au quotidien? Ou... J'aimerais avoir votre regard là-dessus. Je vous remercie de me poser cette question. En fait, il y a vraiment toutes sortes de réalités. Comme je le dis souvent, l'Afrique est plurielle et ça s'entend. C'est-à-dire qu'on entend des accents également fort différents à Abidjan, à Dakar, à Kigali, à Yaoundé. Pour la plupart de ces pays, la langue française est une langue seconde. Okay? C'est la langue qu'on a appris après notre langue maternelle. Sauf que ce qu'on observe de plus en plus, et ça on le voit même chez les immigrants ici au Canada et au Québec, plusieurs personnes nous déclarent 2 langues maternelles. A priori, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment pouvons-nous avoir 2 langues maternelles? Bien, moi j'ai vécu au Mali pendant 5 ans, je suis souvent sur le terrain. Quand vous êtes dans une concession, dans un ménage, ça se passe en Wolof à Dakar, mais la télévision est allumée et puis ça se passe en français. Vous sortez sur la rue, à Dakar, toutes les indications sont en français. Tous les panneaux de signalisation sont en français. Le Wolof est une langue très importante au Sénégal. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Si vous allez à Abidjan, 75% des gens, on a fait une enquête à Abidjan avec une firme de sondage, Kantar TNS, 75% des gens, des travailleurs à Abidjan, déclarent qu'ils travaillent en français. Parfois avec une autre langue, okay? Parfois avec une autre langue, mais ils travaillent notamment en français. Donc, je pense qu'on est dans des contextes de plus en plus plurilingues. Et ce n'est pas la francophonie qui est comme ça. Tous les espaces linguistiques sont comme ça. En Amérique latine, on découvre soudainement qu'il y a pas juste l'espagnol, mais il y a également des langues autochtones qui sont largement utilisées. En Inde, vous avez une population qui s'exprime très bien en anglais, mais pour lesquelles la plupart des Indiens ont une langue maternelle qui est autre que l'anglais. Et justement, lorsqu'on leur demande de remplir les immigrants indiens qui arrivent ici au Canada, lorsqu'on leur demande quelle est votre langue maternelle, bien, ils nous répondent bien souvent 2 langues. Parce que, justement, ils sont socialisés dans une langue indienne et dans la langue anglaise. C'est la même chose également dans plusieurs pays africains. Donc, l'attachement à la langue française, pour répondre clairement à votre question, elle est aussi, je dirais, elle est différente d'un pays à l'autre. Il y a des pays pour lesquels le français est vraiment très important. Je pense entre autres à la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun. On voit très bien qu'au Cameroun, la langue française est largement utilisée. Au Gabon, au Congo, en RDC.
D'autres pays pour lesquels il y a une langue nationale qui est largement utilisée et qui fait office en quelque sorte de langue de tous les jours. Je prends le cas du Rwanda, par exemple. Le Rwanda, depuis les années 60-70, on enseigne, les gens sont alphabétisés en Kinyarwanda, la langue de la population rwandaise qui est partagée à 97% par la population rwandaise. Cette langue-là est vraiment utilisée. Vous allez à la banque, vous devez signer votre chèque en Kinyarwanda, et ainsi de suite. C'est complètement différent. Et on le voit très bien aussi, le Rwanda, c'est pas un pays pour lequel on observe une augmentation très importante des locuteurs de langue française. Donc, on étudie le Rwanda depuis une quinzaine d'années maintenant, et puis il n'y a pas d'augmentation importante. Ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, où là, on a vraiment une augmentation très importante. Quand vous dites que le français est très important dans certains pays, est-ce à dire que le cursus primaire, secondaire se fait en français ou c'est bilingue la plupart du temps? Exactement, ça se fait en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal même. On intègre de plus en plus maintenant de l'apprentissage dans les langues nationales parce qu'on se rend compte que ça a un effet très important sur les apprentissages de façon générale. Donc, et ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, appuie un programme qui s'appelle... excusez-moi, j'ai un blanc là. Qui permet justement aux enfants, en première année, en deuxième année, d'être formés dans leur langue maternelle d'abord, et tranquillement, on intègre de l'apprentissage en français, puis par la suite, tout le cursus se fait en français. Alors, il reste 20 secondes pour conclure. Bien, écoutez, c'était fort instructif et éclairant. Vraiment, je vous remercie d'avoir partagé vos propositions avec nous. Et puis, au plaisir de vous revoir prochainement. Merci. Alors maintenant, l'opposition officielle, donc député de Néligan, 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, merci pour votre présence. Vous avez dit un rapport, mais laissez-moi vous dire que votre prestation est aussi très excellente. Bravo. Très heureux d'entendre un grand ambassadeur de l'Afrique. Je peux vous nommer et je partage vraiment ce que Madame la Ministre vient de dire. Vous êtes une personne qui a accumulé beaucoup de connaissances. Moi, je suis quelqu'un qui suit l'Observatoire francophone de statistique de l'espace francophone. Je vais plus aller avec vous sur de la géopolitique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce qui se passe en Afrique maintenant. Mais avant d'aller dans ce sens, parce que c'est le défi au Québec. Moi, la raison pour laquelle j'ai choisi le Québec, c'est pour venir faire un MBA à l'Université de Laval. À l'époque, j'avais deux choix. Université, hein? Oui, mon premier diplôme, c'est à Laval, l'Université de Laval, pavillon par an, proche de votre pavillon. D'ailleurs, dans votre pavillon, il y a le Collège des administrateurs de société où j'ai fait ma certification aussi. J'avais deux choix, la Suisse ou le Québec. Mais vous savez, en Afrique, et je seconde tout ce que vous avez dit, il y a cette volonté d'aller faire la traversée de l'Atlantique parce qu'on parle français. Si ici on parle qu'on doit protéger la langue française, les gens en Afrique pensent en Amérique du Nord, il n'y a personne qui parle français. Mm-hmm. Et mon coup de cœur au début, c'était avec une émission de TV5, Monde, où j'avais deux animatrices qui parlaient avec l'accent québécois. Et je parlais avec mon père qui nous disait, qui insistait sur l'importance de parler français. Et ça commence à un jeune âge, parce qu'au primaire, oui, il y a la langue maternelle du pays, mais c'est obligatoire. 2e, 3e année primaire, c'est une deuxième langue. Rendu au secondaire, 3e langue. Rendu à l'université, 4e langue. Ça dépend, c'est ton cursus et scientifique, anglais. Sinon, il y a de la langue espagnole, allemande et anglaise. Pourquoi je dis ça? Le Québec, je l'ai senti parce que par la suite, je suis revenu, j'ai ramené des entrepreneurs. On a une occasion en or parce que le Québec jouit d'une très bonne réputation. Le Canada aussi, et le fait de parler français. Et c'est là où moi, je voulais voir votre point de vue par rapport à la mobilité internationale en tant que chercheur universitaire. On le sait, on a de très bonnes universités dans des villes où la capacité d'accueil, elle est là. Donc des campus, des maisons aux alentours. C'est vraiment une belle vie universitaire. Pensez-vous qu'on en fait assez? Pour les ramener, oublions un peu le côté fédéral parce que c'est vraiment, ça devient
gênant de voir le nombre de refus de visa. Mais juste nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Bourse de mobilité, des échanges interuniversitaires. Je sais que l'AUF fait un travail exceptionnel avec son nouveau avec le président. Qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour avoir cette jeunesse allumée, qui fait de la recherche en français et qui veut venir, qui veut travailler avec nous? Merci pour votre intervention. Et je pense que quand vous avez parlé de TV5 Monde, je pense que TV5 Monde fait énormément pour le Québec. C'est incroyable. Ah oui. Parce que les gens maintenant ont même l'habitude de notre accent ici, ce qui n'était pas le cas. Moi, ça fait longtemps que je travaille en Afrique, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. C'est assez extraordinaire de voir comment la francophonie est devenue plurielle et comment, même je vous dirais, j'ai un collègue avec lequel je travaille qui est un sociolinguiste d'origine ivoirienne qui travaille sur le français en Côte d'Ivoire. Il y a maintenant une affirmation du français ivoirien avec toute sa couleur, avec tous ses accents, et ainsi de suite. Et c'est vraiment nouveau et c'est un peu l'exemple du Québec qui a été pris pour affirmer en quelque sorte ce français ivoirien. Donc, je pense que TV5 fait un travail extraordinaire et puis je pense qu'il faut continuer à les appuyer. S'agissant de la réputation du Québec et du Canada, je suis d'accord avec vous. Je crains qu'au cours des dernières années, la réputation du Québec et du Canada a été un peu noircie à cause d'un certain nombre d'événements, y compris justement les refus de visa. Ce que je vous racontais tout à l'heure par rapport aux collègues, on organise un colloque. Moi, il y a 15 ans, j'organisais un colloque ici à l'Université Laval. Les collègues ils n'avaient pas besoin d'un visa pour immigrer ici, ils s'en venaient participer à un colloque seulement. Une simple autorisation de voyage électronique suffisait à ce moment-là. Les gens arrivaient comme visiteurs. Maintenant, c'est plus possible. Et je sais que ça crée énormément d'irritants partout, et ça crée une sorte d'apartheid, parce que l'espace francophone scientifique, auquel je crois énormément, je pense que cet espace scientifique francophone-là, il faut l'affirmer. Le Québec peut y jouer un rôle important, mais il est certain que si je ne peux recevoir dans mon laboratoire que des Français, des Belges et des Suisses, c'est fini. Donc, je crains un peu pour la réputation actuellement, et c'est pour cette raison que j'insiste beaucoup sur l'idée qu'il faut intervenir. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de décisions qui sont prises à Ottawa. Je pense que le Québec doit peut-être parler plus fort, intervenir davantage de façon à arrêter, parce qu'on est sur une pente descendante actuellement, et je crains que de plus en plus de gens se désintéressent du Québec à cause de ça, à cause des problèmes. On va tout faire pour ne pas perdre cette attractivité. Je vais vous ramener sur le terrain géopolitique. Vous suivez, j'en suis sûr et certain, ce qui se passe en Afrique. Burkina Faso, Niger, tout le Sahel. On va descendre un peu plus en bas, c'est en plein essor économique. Et vous voyez que la France est en train de perdre du terrain. Vous voyez l'arrivée de la Turquie, de la Chine, de la Russie et d'autres puissances. Ma question, parce que moi, j'étais toujours de cette école, c'est le moment du Québec pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que quand je parle avec des amis africains, ils me disent, mais pour eux, on est l'équivalent de la France. D'ailleurs, c'est une insulte quand on dit que nous, on est des Français. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, toujours que je dis le Québec, c'est des Français, c'est une insulte. Ce n'est pas des Français. Je ne veux pas élaborer parce que je ne veux pas être le méchant ce soir. Mais pour eux, on est les gentils de l'Amérique du Nord. Le Québec, pensez-vous que c'est le moment pour le Québec de renforcer sa présence? Je sais qu'on a un bureau à Rabat qui couvre le Maghreb, une délégation au Sénégal. Pensez-vous que s'il y a un plan de développement par rapport au ministère des Relations internationales, d'entrevoir d'autres possibilités dans l'Afrique subsaharienne, mais aussi de jouer le rôle du leader au niveau de la francophonie? Tout à fait. Moi, je crois qu'il y a une place à occuper, assurément. Vous l'avez dit tout à l'heure, la France n'a pas actuellement une réputation très enviable dans les rues de Niamey, de Ouagadougou et d'un peu partout, en fait, en Afrique de l'Ouest même.
Je pense qu'il y aurait assurément une place à occuper, mais c'est sûr que ça demande, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, ça demande quand même peut-être un peu plus de moyens. Il faut qu'il y ait un renforcement des équipes sur le terrain, et ainsi de suite, pour assurer en quelque sorte cette présence-là, qu'il y ait des échanges et autres, quoi. Donc, oui, il y a assurément, sur le plan géopolitique et stratégique, le Québec pourrait jouer un rôle beaucoup plus important. Puis, il y a une occasion en or. Ouais. Corrigez-moi si je me trompe, parce que avec ce qui se passe avec la France, la question qui se pose, c'est que, on le voit dans certains pays, c'est ce rejet, en quelque sorte, du français pour aller à l'anglais. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, ou vous voyez venir dans certains pays en Afrique? Moi, je vous dirais que je ne vois pas la montée de l'anglais en Afrique. Je vois une critique de la France. Et je fais remarquer à tout le monde, d'ailleurs, que toutes les manifestations qu'on a vues dans les rues des capitales africaines, les manifestations, vous regardez les affiches, tout ça, c'est tout écrit en français. Okay? C'est pas « Go out France », c'est pas « Get out Yankees » ou quoi que ce soit. C'est « Abat la France », OK? C'est vraiment... Et je vous dirais même que il n'y a pas tellement de fautes d'orthographe dans ce que je vois dans les affiches et ainsi de suite. Donc, je pense que la langue française va passer à travers cette crise-là, OK, sur le continent africain, va passer à travers cette crise-là, mais peut-être pas la France. Je pense que je partage votre conclusion. Revenons au Québec. Est-ce qu'on fait assez pour retenir nos étudiants? Je ne sais pas si vous êtes familier avec les moyens ou c'est pendant votre vie universitaire, vous avez un étudiant qui vous a dit que ça va prendre beaucoup plus de temps pour rester au Québec. Pensez-vous que le Québec doit faire davantage pour garder ces étudiants qui graduent dans nos universités, qui sont des diplômés de nos universités? On avait un programme qui fonctionnait très bien, qui a été modifié. Je crois que maintenant, on revient en arrière. Si je ne me trompe pas, Madame la ministre, j'ai l'impression qu'on revient au programme PEC qui était auparavant. À 100% ce qu'il était le programme, parce qu'on ne le sait pas encore. Oui. En tout cas, je pense qu'effectivement, il faut vraiment revenir à ça. C'est un programme qui fonctionnait très, très bien. Est-ce que ça a été une erreur de changer les règles de ce programme? Moi, je crois que ça n'a pas aidé pour la réputation du Québec, assurément. Est-ce qu'on vous a parlé de ça? Les étudiants, je pense que ça a été... en tout cas, ce que j'entends, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire les modifications qui sont en train d'être faites. J'espère qu'on va aller jusque-là. Et c'est clair, parce que ce que vous dites là, je l'ai entendu énormément. Les étudiants qui ont besoin de plus de temps, qui ont envie d'une expérience québécoise également, ce que permettait le programme. Et je pense qu'on a là, en fait, les meilleurs ambassadeurs, en plus, avec les étudiants. Les étudiants, ils ont fait déjà 2 ans, 3 ans au Québec. Ils ont passé 3 hivers. Ils comprennent l'accent québécois maintenant. Ce sont les meilleurs pour s'intégrer, en fait, au Québec, assurément. Ouais. Cher professeur, c'est très agréable d'échanger avec vous. J'ai vraiment aimé l'échange. Ça nous sort de notre zone de confort, de parler uniquement de quelques aspects de la consultation. Je pense que les membres de la commission sont presque tous d'accord que vous avez fait une très bonne contribution à nous faire réfléchir sur le fait français, sur la francophonie qui est très large et des enjeux que parfois on ne voit pas d'une manière, je dirais, proche de notre quotidien. Merci pour votre passage et j'espère qu'on va garder le contact et on va suivre vos publications au niveau de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, nous allons maintenant passer au deuxième groupe d'opposition, député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Vous avez 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour ce soir, si je devine bien. Merci pour votre belle présentation. Fascinant, en fait. La lecture était très intéressante et j'ai bien aimé les propositions concrètes, l'ouverture ou le développement de programmes EIC pour les pays africains, notamment franco-africains, ou tout le débat sur le visa temporaire de matière scientifique ou culturelle ou autre. On entend toujours ça, notamment au Festival de jazz, mais ailleurs, qu'il y a plein d'artistes qui ne sont pas capables de venir se produire ici alors qu'ils se produisent partout à travers la planète, puis il n'y a pas de raison que ces gens-là ne puissent pas venir. Alors, cette discrimination-là
documentée envers Ottawa, en fait, d'Ottawa envers les Franco-Africains, on la connaît. Semble-t-il qu'on y travaille, mais le Québec ne peut pas laisser ça passer. On en est directement les plus impactés ou certainement très impactés. Pour moi, c'est ma position, le plus on sera en contrôle de notre immigration, le plus on aura nos propres pouvoirs en immigration, le mieux on pourra abolir ces barrières, puis le mieux on pourra assurer le fait français dans notre immigration, puis dans qui vient ici. Mais il n'y a pas qu'Ottawa, et vous l'avez dit, qui a la réputation écorchée. Le Québec a aussi une réputation qui est un petit peu plus difficile ces dernières années. Je pense à la réforme du PEC, vous en avez parlé. Malheureusement, les propos de l'ancien ministre de l'Immigration de la dernière campagne n'ont pas vraiment aidé. Certains propos du premier ministre, l'immigration, ou bref, il serait suicidaire d'eux, c'est ce qu'on a dit. Ça, ce sont des mots qui ont résonné au-delà de la frontière, au-delà des frontières. Je peux revenir avec l'idée des 18 000 dossiers qui touchent 40 000 personnes, notamment beaucoup d'Afrique francophone. Je les connaissais à l'époque pour être très impliqué sur ces dossiers-là et ils en parlent encore. Et il n'y a jamais eu d'excuse officielle face au fait qu'on a détruit une quarantaine de milliers de vies là-dedans. Alors, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade-ci? Comment on peut réparer cette réputation? Quelle serait la pierre angulaire de cette réconciliation-là face aux dernières années qui ont été plus difficiles pour cette réputation du Québec à l'étranger? Je noircirais pas trop quand même la réputation du Québec, du Canada, comme vous le laissez sous-entendre. Je pense que on était un peu irrités, en fait, mais je pense que c'est encore possible de corriger le tir. Les deux propositions que je vous fais, ça rentre tout à fait là-dedans. Je crois qu'il faut absolument trouver une façon de distinguer ce qu'on appelle l'immigration de la mobilité. Pour moi, c'est important. La migration, c'est vraiment un projet. On s'en vient ici. Les résidents non permanents ont même eux-mêmes des projets. Mais un visiteur, c'est autre chose. Moi, je suis étonné de voir que maintenant, comme Québécois, je peux me balader partout sur la planète et plus facilement qu'avant. Il y a moins d'obstacles de visa et autres comme Québécois, comme Canadien, pour me rendre partout, alors que ici, c'est l'inverse. Je pense qu'il faut... Puis bon, il y a le 11 septembre, il y a des contextes qui font en sorte qu'on en est arrivé à ça, mais il faut rapidement... Pour moi, il y a vraiment une urgence, là. Je parle de l'autorisation de voyage électronique. L'autorisation de voyage électronique, c'est tout simplement une façon de pouvoir se déplacer sans avoir à remplir des formulaires à n'en plus finir, de montrer qu'on a un compte en banque bien garni. On n'est pas en train d'immigrer, on est en train de venir participer à une conférence. Pour moi, si on peut régler ça, on travaille de plus en plus sur l'idée d'un visa pour se déplacer dans l'espace scientifique francophone. Je sais que les gens d'affaires également travaillent sur un visa d'affaires pour permettre aux gens de travailler. En conclusion, s'il vous plaît. Pardon? Il faudrait conclure. Oui, OK, parfait. Donc, mais je crois qu'il faut également travailler autour de la communauté scientifique, de façon à ce que cette communauté scientifique, si on veut faire monde francophone, il faut absolument enlever les barrières qui sont là. Merci. Merci beaucoup, M. Marcoux, pour votre présentation, votre mémoire. Ça fut fort intéressant. Alors, je vous remercie donc pour cette contribution à nos travaux et la Commission ajourne ses travaux au mercredi 13 septembre 2023 après les avis touchant les travaux des commissions. Merci et bonne fin de soirée.